Partons donc d'une chose. On utilise très souvent, à tort, la notion de révolution anthropologique. Régulièrement, on rencontre des orateurs, des théoriciens qui nous parlent de révolution anthropologique. Je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui en train de vivre une révolution anthropologique, d'aucune façon. En revanche, il y en a une qu'il faut noter, qui a été très importante, qui a été une vraie révolution anthropologique, ça a été la généralisation de l'instruction scolaire au XIXe siècle. Il ne faut jamais perdre de vue le caractère absolument de tremblement de terre culturel qu'a représenté l'introduction de l'école de masse pendant 5 millénaires. 5 millénaires. Dans les sociétés traditionnelles, les lettres, écrire, lire, compter, étaient l'apanage d'un groupe extrêmement restreint de la population. 5% maximum de la population au XVIe siècle savait lire et écrire. C'était une caste qui avait un privilège. Le XIXe siècle a été le siècle qui a renversé complètement la donne et a fait, comme le dit si bien Gellner, anthropologue britannique qui a travaillé sur la question, qui a fait de chacun de nous un lettré. Nous sommes tous des lettrés, à partir de la révolution de l'instruction scolaire, de la généralisation de l'école. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas dû au fait que tout d'un coup, les sociétés découvrent des vertus, des lettres, de la science, de l'alphabétisation. Il y a des besoins qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'où ? Mais qui viennent des deux autres révolutions. La révolution économique, industrielle, la révolution politique. La révolution industrielle change complètement le rapport au savoir. Pour un paysan de l'ancien régime, il ne fallait pas savoir écrire, il ne fallait pas savoir lire, il ne fallait pas même savoir compter. C'était inutile. Il ne fallait pas savoir parler la langue qui était pratiquée à plus de 40 km à la ronde. C'était inutile. À partir de la révolution industrielle, apparaissent des besoins sur le marché du travail cognitif. Apparaît la nécessité, pour organiser la mobilité sociale, d'une langue standard, parlée par tous, ce qui n'a jamais existé jusqu'au XIXe siècle. C'était des dialectes. Ce n'étaient pas des langues d'écriture. La langue d'écriture, c'était le privilège des clercs, 5% de la population, pas plus. Donc, besoin sur le marché du travail. Les opérations de travail deviennent plus sophistiquées. Même dans une usine, il faut connaître un tout petit peu, au moins, d'arithmétique, un tout petit peu de géométrie, un tout petit peu s'y retrouver dans la grammaire. Ce mouvement-là, ce mouvement qui appelle l'école, ne va cesser de s'amplifier. Et aujourd'hui, il est encore plus fort que ce n'était le cas au XIXe siècle. Deuxième raison, l'État démocratique. La révolution politique. La révolution politique suppose des citoyens compétents. Des citoyens compétents, ce sont ceux qui savent lire au moins le nom des candidats sur le bulletin de vote sur lequel ils doivent mettre la croix, qui comprennent un peu les enjeux, tout le débat du XIXe siècle sur les capacités. Est-ce qu'on va donner le droit de vote à des gens qui ne savent pas lire et écrire ? Aujourd'hui, en Égypte,
on se pose la même question. C'est exactement le même problème. Et on a dit, mais oui, bien sûr, il faut les éduquer. Donc l'école s'est imposée. Et la révolution, ça a été ceci, c'est que l'éducation légitime a été retirée en partie aux parents, aux communautés d'appartenance. Tout d'un coup, apparaît un corps de professeurs avec un savoir standard fabriqué dans des écoles spécialisées qui vont déverser ce savoir standard dans une très vaste population sous la férule d'un État organisé qui va donc imposer l'école. Donc, je ne parviens plus à voir les dias. Ah voilà, ça y est. Voilà. Donc, voici un petit schéma. L'école que vous voyez au milieu, qui est caractérisée par la situation pédagogique, elle répond au-dessus des demandes qui viennent de l'extérieur de l'école. Les flèches qui vont vers le bas signifient demande, exigence fonctionnelle. L'État demande des choses à l'école. Une langue commune pour administrer un territoire. Oh, l'État va vite ajouter une histoire commune. Enseigner l'histoire de Belgique à des gens qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, qui sont rassemblés par les hasards de l'histoire. Leur raconter qu'ils ont une histoire commune. Être prof d'histoire, c'est faire nation. L'État attend cela de l'école. Et d'autre part, bien sûr, les appels du marché du travail. Il y a des compétences, il y a des professions. Il y a une rationalisation de l'acte de travail. Tout cela pèse sur l'école par le haut.